Comme on l'a vu dans la première partie, la gravité est une déformation de l'espace-temps par les objets ayant une masse ou une énergie. Plus l'objet est massif et énergétique et plus la pente de cette déformation sera importante. Prenons un saladier. Imaginons que ce saladier représente la déformation dans l'espace-temps que crée un objet comme la Terre par exemple. Dans ce saladier, j'y place une balle ou une bille qui va rester au fond, qui est attirée au fond de cette déformation. Si je donne une certaine vitesse à la balle, mais qui n'est pas assez grande, eh bien la balle va revenir au fond. Elle va gravir légèrement la pente et puis elle va redescendre. C'est exactement ce qui se passe si je lance un caillou à la verticale. Clairement, je ne le lancerai jamais assez fort pour qu'il puisse s'extraire de la gravité de la Terre, pour qu'il puisse remonter toute la pente. Il retombera sur Terre. Sur Terre, pour s'extraire de cette pente créée dans le tissu invisible de l'espace-temps, pour sortir de mon saladier en quelque sorte, eh bien il faut une vitesse verticale de 40 320 km/h, soit 11,2 km par seconde. C'est ce que l'on appelle la vitesse de libération. C'est exactement ce que l'on fait quand on envoie une fusée dans l'espace. Mais plus un objet est massif, plus les pentes de mon saladier seront raides et plus la vitesse de libération pour s'extraire de l'attraction gravitationnelle d'un astre devra être importante. Sur certains astéroïdes par exemple, un simple bond suffit pour s'extraire de cette attraction. Mais pour d'autres objets, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, pour le Soleil, il faut atteindre une vitesse de 620 km par seconde pour s'extraire de sa gravité. Même nos fusées retomberaient inexorablement, s'écrasant à la surface comme de vulgaires cailloux. Houston, on a un problème. En revanche, la lumière, avec ses 300 000 km/s, eh bien, elle va largement assez vite pour s'extraire facilement de l'attraction gravitationnelle du Soleil. Mais imaginons qu'il existe des objets si massifs, si denses, que la déformation qu'ils créent dans l'espace-temps soit si importante qu'il ne faille pas une vitesse de 11,2 km/s comme sur la Terre ou de 620 km/s comme sur le Soleil, mais de 300 000 km/s pour s'en extraire. 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière. Mais rien, absolument rien dans l'univers décrit par la relativité générale ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire que sur un tel astre, rien, et pas même la lumière, ne va suffisamment vite pour s'extraire de l'attraction gravitationnelle. Même la lumière serait retenue par la gravité. De tels objets existent dans l'univers et on en a eu pour la première fois une image. Vous l'avez compris, il s'agit du trou noir. Pourquoi noir ? Eh bien tout simplement parce que la lumière elle-même est piégée à l'intérieur et ne peut pas s'en échapper. C'est un trou dans l'espace-temps. Le trou noir dont on a l'image ici est un trou noir supermassif qui trône au centre d'une galaxie que l'on appelle M87. Cette galaxie se trouve approximativement à 53 millions d'années-lumière de la Terre. Ce trou noir est 6 milliards de fois plus massif que le Soleil, mais surtout sa densité est si importante que si on voulait la reproduire, il faudrait compresser la Terre entière dans un volume équivalent à un petit dé de jeu. Des trous noirs supermassifs comme celui au cœur de la galaxie M87, il en existe dans la plupart des galaxies massives. Notre propre galaxie, la Voie lactée, en possède un en son centre et on tourne autour. Quoi ? On tourne autour ? Mais ça veut dire qu'on va être attiré à l'intérieur ? On va mourir dans d'atroces souffrances. Calme-toi, calme-toi. Pas de panique, tout va bien. Quand on tourne autour d'un astre, comme la Terre autour du Soleil, on est sous l'influence gravitationnelle de cet astre. On glisse le long de la déformation qu'il crée dans l'espace-temps. Si la Terre n'allait pas assez vite, alors oui, inexorablement, on finirait par spiraler et s'écraser à la surface du Soleil. A l'inverse, si on va trop vite, elle pourrait être littéralement catapultée à l'extérieur du système solaire. Mais si on est à la bonne vitesse, qui dépend tout simplement de la distance à laquelle on se trouve du Soleil,
eh bien on tourne très tranquillement autour de lui sans aucun problème. Les trous noirs sont certes très denses et la déformation qu'ils créent dans l'espace-temps est beaucoup plus extrême que ne le fait le Soleil. Néanmoins, à une certaine distance, avec une certaine vitesse, les objets peuvent tourner autour de lui exactement de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil. Et c'est exactement ce que vous et moi sommes en train de faire en ce moment même. Le Soleil et l'ensemble du système solaire tournent autour du centre de la galaxie et donc du trou noir en un peu moins de 220 millions d'années. En fait, ce n'est pas pour tout de suite qu'on sera englouti par le trou noir de notre galaxie. Mais concrètement, il y a quoi dans un trou noir ? C'est pas si simple à dire. Comme on l'a dit, le problème c'est que rien ne peut s'échapper du trou noir pour témoigner de ce qu'il y a à l'intérieur, pas même la lumière. Ce que l'on sait définir déjà, c'est cette limite ici entre l'intérieur du trou noir et l'extérieur. Sur cette image, à l'extérieur, on peut voir la matière qui gravite autour. Cette limite s'appelle l'horizon des événements. C'est la bordure du saladier où rien, pas même la lumière, ne va assez vite pour s'extraire de la gravité du trou noir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette limite, il n'est absolument impossible d'envoyer un signal vers l'extérieur. Comme on l'a vu précédemment, plus vous allez être sous l'influence gravitationnelle d'un objet, plus l'espace et le temps vont se déformer. Si par exemple vous étiez un astronaute à proximité du trou noir, eh bien votre temps s'écoulerait de façon beaucoup plus lente que pour une personne plus éloignée. Imaginez, plus vous vous approchez du trou noir, plus vous verriez les objets qui sont à l'extérieur défiler en accéléré. Vous verriez par exemple des mouvements d'étoiles que normalement à l'échelle d'une vie on ne peut pas voir. Des étoiles naître et puis un instant après, ces mêmes étoiles disparaître. Des milliers d'années, voire même des millions d'années s'écouleraient sous vos yeux alors que pour vous il ne s'écoule que quelques instants. Il y a une force gravitationnelle colossale qui émane d'un tel trou noir. La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre, de façon radicale. Annoncez la couleur. Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à 7 années sur notre vieille Terre. Non, là, Bah quoi, les amis, c'est la relativité. Si le temps se dilate, c'est aussi le cas pour l'espace. Si un astronaute s'approche suffisamment d'un trou noir, eh bien la gravité au niveau de ses pieds sera beaucoup plus forte que la gravité au niveau de sa tête. Il serait alors inexorablement complètement étiré comme un spaghetti. Mais c'est atroce. En fait, il serait mort depuis bien longtemps parce que imaginez bien que si la lumière n'est pas assez rapide pour gravir la pente créée dans l'espace-temps par le trou noir, ça fait longtemps que le sang de l'astronaute n'irait lui-même pas assez vite pour gravir la pente gravitationnelle entre le cœur et le cerveau. Ok, mais dis-moi, ton tissu d'espace-temps là qui se déforme sous l'effet de la matière pour former la gravité, il est capable de supporter à l'infini les billes qui s'accumulent ? Non, parce que moi, si je fais ça et mon morceau de caoutchouc, au bout d'un moment, il va rompre. Comment l'espace-temps réagit aux très très fortes densités? C'est une bonne question. Imaginez que l'espace-temps se comporte comme un chewing-gum que j'étire. Je viens placer une bille, la bille va déformer le chewing-gum. Et sous l'effet de cette déformation, je vais attirer d'autres billes environnantes qui vont venir s'accumuler et elles aussi accentuer cette déformation. Mais peut-être qu'il y a un seuil où même sans ajouter d'autres billes, d'autres matières, le chewing-gum va continuer à se déformer jusqu'à rompre. Et bien pour un trou noir, c'est à peu près la même chose. Ajouter de la masse, ajouter de l'énergie à l'intérieur, au-delà d'un certain seuil, il va s'effondrer sur lui-même, même si plus rien n'est ajouté à l'intérieur. Plus il s'effondre, plus il compresse ce qu'il y a à l'intérieur. Plus il compresse, plus il devient dense, plus il devient dense, plus il s'effondre. C'est exactement ce que prévoit la relativité générale, un cercle vicieux qui amène à une singularité, ici même, au cœur du trou noir. Une singularité, c'est un point infini où tout est compressé. Mais ces singularités posent beaucoup de problèmes parce qu'elles sont infinies. À l'intérieur de cette singularité, la notion d'espace-temps n'a plus de sens. La relativité générale d'Einstein ne s'applique plus du tout. Quand on demande « il y a quoi dans un trou noir ?», eh bien on n'en sait rien.
Pas seulement parce qu'on ne peut pas observer ce qu'il y a à l'intérieur, mais également parce que les lois physiques d'aujourd'hui, même celles d'Einstein, ne peuvent plus s'appliquer. Comment prédire des événements dans un endroit où l'espace et le temps n'ont plus de sens? Attends une minute. Einstein décrit la relativité générale et la relativité générale décrit la gravité et prévoit l'existence des trous noirs, qu'on peut observer qui plus est. Mais elle prévoit aussi au cœur de ces trous noirs une singularité, un infini dû à un effondrement gravitationnel. Mais cette singularité elle-même signe la mort de la relativité générale, un endroit où même les lois d'Einstein ne peuvent pas s'appliquer. Il y a comme un petit problème, non? Oui, il y a un problème. Le problème, c'est que la relativité générale a ses propres limites. Il va falloir trouver autre chose, une théorie encore plus vaste qui permet de rendre compte de tout cela. Et ils se forment comment, les trous noirs? Il y a différents types de trous noirs. Le trou noir de M87, on l'a dit, est un trou noir supermassif. Mais il existe également des trous noirs stellaires qui se forment à la mort d'une étoile. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard.